Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En juin 1940, la France s'effondre sous les coups de la Wehrmacht. Les armées allemandes avancent à une vitesse fulgurante. Paris est abandonné. Des millions de civils prennent les routes dans un exode sans précédent. Le gouvernement français est en pleine crise. Beaucoup pensent que tout est perdu. Pourtant, au cœur de cette catastrophe nationale, certains refusent de croire que la guerre est terminée. Des militaires, des responsables politiques et quelques hauts fonctionnaires imaginent une solution extraordinaire. Continuer le combat. C'est bien de continuer le combat, mais où? Depuis la Bretagne. Ce projet, aujourd'hui, est largement oublié. Pourtant, pendant quelques jours, il est étudié très sérieusement au plus haut niveau de l'État. Son nom officieux se nomme le réduit breton. L'idée est simple, en apparence. Puisque la France métropolitaine est envahie, pourquoi ne pas transformer la Bretagne en forteresse? Pourquoi ne pas utiliser ses côtes, ses ports et sa proximité avec la Grande-Bretagne pour maintenir une tête de pont française et poursuivre la guerre aux côtés des Britanniques? C'est un peu fou quand même. Certains y voient la dernière chance de sauver l'honneur de la France. D'autres considèrent ce projet comme une illusion totale. Un rêve désespéré face à une situation militaire déjà totalement perdue. Vous voulez savoir sur le projet breton? Venez avec moi. Au début de l'offensive allemande, le 10 mai 1940, les dirigeants français pensent encore pouvoir reproduire la guerre de 1914. Mais ils se trompent lourdement. La stratégie allemande repose sur la rapidité, la concentration des blindés et la coordination entre chars, aviation et infanterie. En un mot, la guerre a totalement changé par rapport à la Grande Guerre, mais les élites françaises n'en sont pas conscientes et ils n'ont pas perçu la modification et sont restés figés. En quelques jours seulement, les divisions blindées traversent les Ardennes, considérées comme impraticables par une grande partie du commandement français. Le front est percé à Sedan. La catastrophe devient rapidement incontrôlable. Les forces alliées engagées en Belgique se retrouvent menacées d'encerclement. Une grande partie de l'armée britannique doit être évacuée à Dunkerque. Même si cette évacuation sauve des centaines de milliers de soldats, à cause de l'inaction des Allemands, la France se retrouve pratiquement seule face à l'Allemagne. Début juin, la situation est critique. Les réserves militaires s'épuisent. Les communications sont désorganisées. Le gouvernement quitte Paris. Partout règne un sentiment de chaos. Pourtant, certains responsables refusent encore l'idée d'un armistice. Ils cherchent une solution pour continuer le combat. Parmi les projets étudiés apparaît celui du réduit breton. Le principe n'est pas nouveau dans l'histoire militaire. Lorsqu'un pays est envahi, il peut tenter de conserver une région fortement défendue afin de poursuivre la résistance. La Bretagne semble offrir plusieurs avantages. L'accès terrestre est relativement limité. Ensuite, elle possède plusieurs grands ports: Brest, Lorient, Saint-Nazaire, Concarneau. Ces infrastructures permettent de maintenir un lien direct avec le Royaume-Uni. Enfin, la Royal Navy domine encore largement la Manche et l'Atlantique. Les partisans du projet imaginent donc une sorte de bastion occidental. Les forces françaises s'y regrouperaient. Les Britanniques apporteraient leur soutien naval et aérien. Le gouvernement pourrait continuer à fonctionner et la guerre se poursuivrait. Sur le papier, l'idée paraît séduisante, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Le débat divise profondément les dirigeants français. D'un côté se trouvent les partisans de l'armistice. Ils estiment que la guerre est perdue. Ils veulent éviter davantage de destruction et de souffrance. Leur figure principale est le maréchal Pétain. De l'autre côté se trouvent ceux qui veulent poursuivre la lutte. Parmi eux figure notamment Paul Reynaud, le chef du gouvernement, qui est convaincu qu'il faut continuer à lutter par tous les moyens. Autour de lui se regroupent plusieurs responsables militaires et politiques.
Parmi eux, on trouve un général encore peu connu du grand public, Charles de Gaulle, qui pense déjà que la guerre est mondiale. Pour lui, la bataille de France est perdue. Mais pas la guerre. L'empire colonial français existe toujours. La flotte française reste puissante. Le Royaume-Uni continue le combat. Les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre, mais leur soutien économique aux Alliés est très important. Abandonner maintenant serait selon lui une erreur. Le réduit breton s'inscrit donc dans cette logique de résistance. Au centre du projet se trouve une ville essentielle, Brest. Depuis des siècles, Brest est l'un des principaux arsenaux français. Son port militaire est immense. Ses installations sont stratégiques. Ses défenses côtières sont importantes. Pour les partisans du réduit breton, Brest pourrait devenir une sorte de Dunkerque à l'envers. Au lieu d'évacuer les troupes vers l'Angleterre, on pourrait y faire arriver des renforts. Les liaisons maritimes resteraient ouvertes. La Royal Navy pourrait assurer la protection des convois. L'idée est ambitieuse, mais elle suppose une condition essentielle. Disposer encore d'une armée capable de tenir le terrain. Et c'est précisément ce qui manque à la France. À mesure que les jours passent, les difficultés deviennent évidentes. Les unités françaises battent en retraite dans des conditions extrêmement difficiles. Certaines divisions ont perdu une grande partie de leurs effectifs. D'autres manquent de carburant, de munitions. Les communications sont souvent rompues. L'aviation allemande domine le ciel. Les colonnes de réfugiés encombrent les routes. Le commandement peine à savoir où se trouvent réellement ses propres forces. Dans ces conditions, comment organiser une défense cohérente de toute la Bretagne? Cela devient presque impossible. Les ingénieurs militaires constatent également que les fortifications nécessaires n'existent pas. Créer un véritable réduit demanderait du temps. Or, le temps manque. Chaque jour, les forces allemandes avancent davantage. Le gouvernement britannique suit la situation avec inquiétude. Le Premier ministre Winston Churchill souhaite maintenir la France dans la guerre. Pour Londres, toute résistance française est précieuse. Cependant, les Britanniques viennent eux-mêmes de vivre la crise de Dunkerque. Leurs moyens sont limités. Ils peuvent fournir un soutien naval. Ils peuvent évacuer des personnels. Ils peuvent envoyer quelques renforts. Mais ils ne disposent pas de ressources nécessaires pour sauver à eux seuls la Bretagne. L'armée britannique se reconstruit à peine. Churchill soutient donc l'idée politiquement. Militairement, il sait que les possibilités sont réduites. Le 16 juin 1940, Paul Reynaud démissionne. Le maréchal Pétain prend la tête du gouvernement. Très rapidement, la décision est prise de demander l'armistice. Pour les partisans du réduit breton, c'est un coup fatal. Le projet perd immédiatement son soutien politique principal. Les préparatifs sont abandonnés. Les autorités locales reçoivent des ordres contradictoires. L'idée d'une Bretagne transformée en forteresse disparaît progressivement. Quelques jours plus tard, les troupes allemandes entrent dans la région. Le scénario d'une poursuite de la guerre depuis la Bretagne appartient désormais au passé. La question continue de faire débat néanmoins. Certains considèrent que le projet était condamné dès le départ. Les raisons sont nombreuses. Manque de troupes disponibles, supériorité aérienne allemande, désorganisation générale, absence de fortifications adaptées, manque de temps. D'autres soulignent que même une résistance limitée aurait pu avoir des conséquences importantes. Quelques semaines supplémentaires de combat auraient pu faciliter l'évacuation de soldats, de responsables politiques ou de matériel stratégique. Le réduit breton demeure l'un des grands espoirs de la France de 1940. Pendant quelques jours, alors que tout semblait s'effondrer, certains hommes ont imaginé de faire de la Bretagne le dernier bastion de la résistance française. Le projet reposait sur des atouts réels, la géographie, les ports, la proximité avec la Grande-Bretagne et la volonté de poursuivre le combat. Mais il se heurtait à une réalité implacable.
l'effondrement militaire et politique total de la France. Est-ce qu'un plan visionnaire ou est-ce un fol espoir de croire que la Bretagne à elle seule pouvait sauver tout? Probablement un peu des deux. Visionnaire parce qu'il refusait de considérer la guerre comme définitivement perdue. Illusoire parce que les moyens nécessaires pour réussir n'existaient plus. Pourtant ce projet oublié relève quelque chose d'essentiel. Au cœur de la défaite, l'avenir reste encore ouvert et l'espoir demeure. Pendant quelques jours, plusieurs chemins étaient encore possibles. Et parmi eux, figurait celui d'une Bretagne devenue le dernier rempart de la France libre. Avant même que la France libre n'existe. Ainsi s'achève notre aventure d'aujourd'hui. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Dans notre prochaine aventure, on partira sur les relations conflictuelles entre l'Église et le roi de Portugal.